Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas du genre très actif sur ma chaîne, et c'est peu de le dire. J'ai tendance à prendre de très longues pauses, pour revenir, être actif et repartir en pause. Je vais pas vous mentir, j'ai pas tellement d'excuses, si tant est que j'ai à en fournir. Je sais pas si je suis taillé pour YouTube. Alors oui, ma vie privée est telle que je ne peux pas être ultra actif, mais ce n'est pas une raison, et si je le voulais vraiment, je pourrais être là. Même une fois tous les 6 mois, à la manière de MrJD. Produire peu sur YouTube, ça me dérange pas, du moment que la qualité est là. Et jusqu'ici, je me suis toujours efforcé de me donner à fond. Je suis très exigeant sur ce que je produis, et quand je vois ce que d'autres arrivent à faire, je me sens tout petit. Quand je vois les montages de Potatoes, je me dis que... Ah merde, je pourrais jamais faire ça. Avant de commencer, je voudrais faire une dédicace à tous les illettrés parce que vraiment... Mais pourquoi les illettrés? Bah j'ai le droit de faire une dédicace à mes abonnés, non? Je suis de 143. Non, en vrai je rigole, merci. Vous êtes tous les meilleurs, sauf Jennifer. Elle c'est une connasse. Et je vous emmerde. C'est une question de motivation et de patience, et je n'ai ni l'un ni l'autre. Enfin si, j'ai de la motivation, mais elle s'essouffle vite. Pourtant j'adore créer. Je travaille dans le milieu du cinéma, et ce que je fais sur cette chaîne a toujours été pour moi un super passe-temps. Je me suis tellement amusé sur Populp, surtout celui sur les Super Sentai. Quand j'ai commencé Popcorn, le but était de faire une émission qui parlerait de ma passion, le cinéma, et je m'étais imposé un rythme de travail pour ne rien lâcher. Autant dire que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que je veux créer des trucs dont je serai fier, qualitativement, et j'ai pas le talent que beaucoup ont à produire des vidéos d'une qualité phénoménale en si peu de temps. Je sais pas, prenez Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal. Que ce soit son épisode sur Matrix ou sur Alien Covenant. C'est vraiment jouissif, j'adore ce youtubeur. Ce qu'il fait est soigné et propre. Que ce soit lui, le fossoyeur de film ou Karim Debache, même en un an je serais incapable de faire pareil, et surtout de maintenir un rythme de parution raisonnable. Bref, j'ai pas envie de vous dire que je suis de retour, ça ne servirait à rien. Mais j'ai vraiment pas envie de laisser tomber. Vous êtes un peu moins de 80 sur ma chaîne. Je sais très bien que certains pourraient rire, me dire que 80 c'est pas grand chose. 80 c'est énorme. Pour moi, ce nombre, ça veut dire qu'il y a 80 personnes qui m'ont écouté. Certains m'ont même encouragé. Eh bien, à ces 80 personnes, je tiens à dire merci. Merci de m'écouter. Merci d'être là. Ça représente beaucoup pour moi. Cette vidéo est pour vous, et j'espère qu'elle vous plaira. Pour ce nouveau format, je vais revenir sur ce que j'ai fait jusqu'ici sur ma chaîne, à commencer par mon premier épisode de Populp sur le manga Pokémon La Grande Aventure. Je m'étais totalement planté dans mes prédictions pour le 5e arc Rouge Feu Vert Feuille, l'occasion pour moi de mettre à jour mes petites fiches. Kurokawa a choisi de publier le 5e arc en même temps que le 6e, Émeraude. On a donc 4 tomes, 2 tomes pour Rouge Feu Vert Feuille et 2 tomes pour Émeraude. Le 7e arc, Diamant et Perle, est édité en 5 tomes, le 4e vient de sortir, et si rien n'est annoncé pour le dernier, on peut estimer que ce sera au début du second trimestre 2019. Pourtant, même si la publication de cet arc n'est pas encore achevée, l'éditeur a tout de même publié l'arc suivant, Or, Earth Gold et Argent Soul Silver en un seul gros tome, tout beau, tout propre. Kurokawa a donc rattrapé ses petits tomes, puisque l'arc 10 n'est autre que noir et blanc. X et Y est intégralement constitué, et le 14e arc, Soleil-Lune, est en cours de parution avec 3 tomes pour le moment, suivant de très près la parution japonaise, et ça, c'est bien. Il ne manque alors que 2 arcs en France, à commencer par le 11e, Noir 2, Blanc 2. Oui d'ailleurs ils auraient dû l'appeler Pokémon Jaune 2 et Blanc 2 juste pour la blague. Dont la parution au Japon est toujours aussi chaotique. Le tome 53 est finalement sorti le 8 août 2017, soit 2 ans et demi après le tome 52, rien que ça. Si le rythme est maintenu, on peut espérer un tome 54 pour Noël 2019, car oui, il y aura bien un tome 54, le 53, s'achevant sur un beau cliffhanger. Oui non mais ça va, tout le monde sait ce que c'est qu'un cliffhanger. Le second arc manquant est le 13e, Ruby Omega Saphir Alpha. Il est fini au Japon avec un total de 3 tomes. On peut espérer le voir arriver chez nous en un très gros volume, comme pour Or, Earth Gold, Argent Soul Silver. L'arc 13 ne faisant que 3 chapitres de plus. Mais enfin, pour être honnête, j'y crois pas trop, il est plus probable qu'on ait 2 tomes plus petits, ou carrément 3 tomes comme au Japon, pour coller avec les 2 arcs qui l'entourent, X, Y et Soleil-Lune. De cette manière, on aurait des gros volumes jusqu'à l'arc 9, et à partir de l'arc 10, on passerait à des petits volumes. C'est joli, mais j'espère toujours que l'éditeur rééditera ces arcs parus en petits tomes en gros tomes, car je trouve ça beaucoup plus joli sur l'étagère. En tout cas, merci et bravo à Kurokawa de nous offrir l'intégrale de Pocket Monster Special. J'en rêvais enfant, je l'ai eu adulte. Grâce à vous, on peut redécouvrir cette œuvre qui tranche vraiment avec le dessin animé et nous permet d'avoir une vision peut-être plus mature de cet univers avec lequel on a grandi. Voilà, ça c'était pour le fond. Passons maintenant à la forme. Mon premier Populp est la vidéo la plus vue sur ma chaîne et de loin, avec près de 3000 vues.
Je sais bien que c'est parce qu'il y a le mot Pokémon dans le titre, mais ça flatte quand même mon ego, surtout qu'avec 80 pouces en l'air, cette vidéo semble vous avoir bien plu. En tout cas, merci à vous et merci à Kurokawa d'avoir partagé la vidéo. Tiens d'ailleurs, à ce propos, l'éditeur a bien aimé le premier Populp et m'a à ce titre envoyé le premier tome d'une autre série, Sherlock. L'adaptation en manga de la série créée par Mark Gatiss et Steven Moffat, elle-même adaptée de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Mon extrême irrégularité a fait que je n'ai jamais pu en parler et je tiens ici à m'excuser auprès de Kurokawa, vous avez été adorable et sur ce coup j'ai vraiment pas été pro. Et ça m'énerve vraiment parce que je suis votre travail de près, que j'aime beaucoup ce que vous faites, voilà, tout est de ma faute, je suis vraiment désolé. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, donc j'en profite pour en parler maintenant, bien après la guerre. Car oui, la série en est déjà à son 3e tome. Ce manga est dessiné par le mangaka Jay, qui n'a à ma connaissance aucun autre fait d'armes dans la profession. Le concept, c'est que chaque tome adapte un épisode de la série, donc dans l'ordre, Une étude en rose, Le banquier aveugle et Le grand jeu. Avec 3 tomes, on a donc l'intégrale de la saison 1 en manga. Pour le coup, je trouve l'idée géniale et j'espère que le projet se prolongera dans les adaptations des saisons suivantes. L'adaptation est soignée, 3 tomes ça se digère beaucoup plus facilement que 3 films d'1h30, et le tout est dynamique, le découpage est pensé et rend vraiment bien. Le seul bémol à mon sens, c'est le dessin. Y a rien à faire, j'ai vraiment un problème avec le trait. Le manga aurait peut-être gagné à être moins ressemblant graphiquement à la série et s'autoriser plus de liberté dans la reproduction des visages, rendre Sherlock et Watson peut-être moins réalistes avec des traits plus manga. Mais je suis bien d'accord, ce n'est qu'une question de goût et l'aspect plus comics peut plaire à beaucoup, d'autant que l'édition de Kurokawa est irréprochable et nous gratifie même de pages en couleur. Que demande le peuple hein? La jaquette est pour le coup magnifique, avec des effets brillants, le titre en japonais inscrit dans le titre français. C'est vraiment du travail minutieux et ça fait plaisir. Moi qui ai du mal avec les dessins, j'adore la posture de Sherlock, ça rend vraiment bien en couleur. Même si j'ai quand même un peu de mal avec Watson. Non, franchement, à 12,50€ le tome, en sachant qu'il y en a donc que 3, avec de jolis croquis en fin de volume, je le recommande sans problème à tous les fans de la série. Et je précise, car je le sens venir, non, ça n'est pas un placement de produit, Kurokawa m'a gracieusement envoyé le tome, certes, mais je reste libre de dire si je l'aime ou non. D'autant que ça ne m'a pas empêché d'acheter les suivants, et que ça fait plus d'1 an qu'ils me l'ont envoyé, j'ai dû perdre leur confiance depuis déjà bien longtemps. Donc je vous le dis, si vous voulez faire plaisir à un fan de la série pour Noël, à un coût raisonnable, les 3 tomes de la série me semblent tout indiqués. Espérons un petit pack en carton pour les réunir tous les 3 et ça serait parfait. Pour en finir avec le premier Populp, je tiens à corriger un petit quelque chose que j'ai dit, qu'on m'a reproché et à raison, à ce moment-là. Non, Pokémon. Oui, non, le manga Pokémon, oui, bon, c'est un peu moins classe. Alors je le dis tout de suite, pour moi il est évident que le manga est bien plus classe que l'animé. En fait, le « c'est un peu moins classe », bien que maladroit, signifiait plus sain, ça ne vous dit sûrement rien. Le manga est bien moins connu que l'animé, alors j'ai dit « c'est un peu moins classe » pour calmer les ardeurs des fans de l'animé qui existent. Bon, au final c'est une bourde que j'ai commise, mais je tenais vraiment à clarifier la chose. De mon point de vue, le manga est la meilleure adaptation de la franchise. Point barre. Hormis ça et mon mauvais pronostic concernant l'arc Rouge-Feu, Vert-Feuille et Émeraude, il ne semble pas y avoir tant d'erreurs que ça. Ah si, tiens, Drida m'a fait remarquer dans les commentaires que la photo de Satoshi Tajiri, qui est visible dans l'épisode lorsque je passe l'extrait de la vidéo de Mr. Enzor, n'est en fait pas une photo de Satoshi Tajiri, mais de, et alors là attention à la prononciation douteuse, Tsunekazu Ishihara, le directeur de la Pokémon Company. Il s'agirait d'une erreur commune, Tajiri ne se montrant que très rarement en public. Bien que la photo soit utilisée dans un extrait vidéo que je n'ai pas réalisé, si j'avais dû placer la tête de Tajiri quelque part pendant l'épisode, j'aurais sûrement fait la même erreur. Du coup, pour me rattraper, voici une photo en bonne qualité de Satoshi Tajiri, et un extrait vidéo datant de 1989, où à l'âge de 24 ans, notre petit Tajiri nous présentait son premier jeu vidéo, le puzzle game Mendel Palace sur NES. Et c'est une transition toute trouvée pour revenir sur le 2e épisode de Populp avec un sujet assez générique qui m'a permis de parler de tout plein de trucs que j'aime bien, que ce soit des chaînes YouTube, des magazines, des logiciels ou de jeux, tout simplement. Je veux bien sûr parler de mon Populp sur le rétro gaming. Et bah on voit tout de suite ce qui se passe quand il n'y a pas le mot Pokémon dans le titre, puisque la vidéo peine à atteindre les 300 vues, même si je suis personnellement assez fier de ce nombre, surtout qu'il est accompagné d'un bon ratio pouce bleu, pouce rouge. Et que la section commentaires est garnie... était garnie en commentaires. En fait j'avais eu une longue discussion avec un certain JP, mais tout ça a disparu, même mes réponses. Pourtant j'ai vérifié et JP existe toujours, il est toujours abonné à ma chaîne d'ailleurs. Alors le mystère reste entier. Mais heureusement, j'avais fait un screen à l'époque pour préparer cette vidéo qui était prévue depuis bien longtemps. Je revenais sur certains choix effectués lors de la réalisation de Populp 2e du nom. Alors si ça en intéresse certains parmi vous, je ne vous apprends pas comment faire pause sur une vidéo. Sinon, je voulais également revenir sur le commentaire de Romain L, qui est toujours présent sous la vidéo lui.
Il était déçu que je ne parle pas de Megaman dont il est super fan, alors que je montre des passages du jeu et que Megaman himself est présent sur la miniature. Je lui avais alors répondu que je ferais peut-être un jour un épisode sur ce jeu, mais 1 an et demi plus tard, je pense pouvoir affirmer que ça ne se fera jamais. Mais parce que je trouve qu'il a raison, parce que s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est le putaclic, et parce que cette vidéo n'existe que pour chouchouter mes abonnés, je vous ai concocté un mini pop-up où je reviens sur la genèse de Megaman. Alors si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper ce passage jusqu'au timecode indiqué sur votre écran. Et pour ceux qui restent, je vous dirai simplement... c'est parti. Megaman, ou de son nom original Rockman, est une série de jeux vidéo de plateforme créée par Akira Kitamura. Au début des années 80, ce monsieur est embauché comme graphic designer chez Capcom. Et il se trouve que quelques temps plus tard, les jeux de plateforme deviennent vraiment à la mode, avec de nouvelles franchises telles que Super Mario Bros, ou un certain Castlevania fraîchement débarqué sur Famicom au Japon. Capcom sent le filon et monte une équipe de jeunes développeurs dans le but de créer la prochaine grosse licence de jeux de plateforme. Parmi les membres de cette équipe, on retrouve donc notre petit Akira Kitamura. Dans le 11e numéro du magazine Pix & Love, que je vous recommande au passage, son cofondateur et rédacteur en chef, qui n'est autre que Florent Georges, le créateur d'Omake Books, comme quoi tout est lié, on y retrouve une interview d'un certain Keiji Inafune. J'en sais rien, mais retenez son nom, c'est important. Il nous raconte la genèse de la future mascotte de Capcom. Il est arrivé en cours de développement de jeu, donc après Akira Kitamura, lorsque le projet commençait à sombrer doucement à cause de problèmes que nous n'évoquerons pas ici. À un moment où Capcom et l'équipe s'apprêtaient à laisser tomber. C'est d'ailleurs parce qu'il a sauvé le projet qu'il revendiquera plus tard la paternité de Megaman, mais ceci est une autre histoire. Bref, Nobuyuki Matsushima s'occupa du codage, et Yasuaki Kishimoto fit les arrière-plans. Kitamura, lui, instaura certaines mécaniques de jeu, telles que les vagues d'ennemis ou encore sa difficulté. Megaman sort finalement en décembre 1987 au Japon et aux États-Unis, et 1 an plus tard en Europe. On se retrouve avec un jeu de plateforme fun, et assez particulier. On a en effet le choix du niveau parmi les 6 proposés. À la fin de chaque niveau, le joueur doit vaincre un boss, les Robot Masters, après quoi il peut récupérer son arme et s'en servir contre les autres, chaque boss ayant pour point faible l'arme d'un autre boss. A nous donc de comprendre le meilleur ordre dans lequel jouer. Les 6 Robot Masters vaincus, on se rend à la forteresse du professeur Willy, avec de nouveaux niveaux où il suffit d'arriver jusqu'à la fin et vaincre un boss dont on ne peut pas prendre l'arme cette fois-ci. Pour cela, par exemple, on peut tirer 3 tirs d'affilée et on dispose de 2 types de sauts selon la manière dont on appuie sur le bouton B. Le jeu est dur, on ne dispose pas de points de sauvegarde, pas de mot de passe, pas de réservoir d'énergie, on retrouve même ce système de points là qui ne sert à rien sur une NES. Mais tout cela n'est rien face au fun que propose le titre, qui se vend bien, mais pas assez pour que Capcom prévoie une suite. Mais c'était sans compter sur Keiji Inafune, je vous avais dit qu'il fallait retenir son nom, qui fera des pieds et des mains pour qu'une suite voie le jour. Argument de plus en faveur de ceux qui estiment que le vrai papounet de la nouvelle licence n'est autre que ce monsieur, et non Akira Kitamura. Car oui, 1 an plus tard, en décembre 1988, au Japon, Megaman 2 voit le jour, produit par la même équipe que le premier opus. On retrouve la possibilité de parcourir les niveaux dans l'ordre que l'on souhaite, le système des armes des Robot Masters, et il y a cette fois 8 niveaux, à l'issue de quoi on s'infiltre de nouveau dans la forteresse de Willy où on affronte encore une fois les nouveaux boss. On perd le système de points, des réservoirs d'énergie sont mis en place pour permettre aux joueurs de récupérer des points de vie, un système de sauvegarde est instauré et 3 gadgets sont à récupérer pour franchir certains obstacles. Notons que chez nous, le jeu propose un choix de difficulté, le mode normal ou le mode difficile, celui-ci correspondant à la version japonaise, le mode normal étant une version simplifiée. Ce jeu est souvent considéré comme le meilleur de la série, et ça se confirme avec les chiffres de vente, 1,5 million d'exemplaires vendus à travers le monde. Tout semblait aller pour le mieux, Capcom avait enfin trouvé sa mascotte, elle était populaire, mais des tensions naissent entre l'entreprise et Akira Kitamura qui quitte la firme, laissant le projet Megaman à Masahiko Kurokawa, aucun lien fils unique. Kitamura fondera le studio Takeru et sera rejoint par des messieurs qui ont déjà fait leurs preuves dans le monde du jeu vidéo. En 1991 sortira Kokoron, qui se vendra mal, Little Samson et Nostalgia 1907, qui connut un coût de développement trop élevé et finira par ruiner le studio Takeru. Si la plupart des anciens membres du studio sont parvenus à se recycler, Akira Kitamura disparaît de la scène du jeu vidéo et n'y reviendra jamais. Retour en arrière. Megaman 3 est en chantier et Kurokawa demande conseil à Kitamura avant son départ. Celui-ci propose 3 choses. Ne pas toucher aux bases du gameplay, remplacer certains gadgets par Rush, le chien robot, et introduire un nouveau personnage, Protoman, le frère de Megaman, pour ajouter du background et éviter que la saga ne s'essouffle. Tout cela sera appliqué dans Megaman 3 qui connaît un développement difficile. Kurokawa quitte à nouveau Capcom et confie le projet à Keiji Inafune, encore lui.
Mega Man 3 se vendra très bien, et sera d'ailleurs en partie responsable de l'échec commercial de Kokoron, du studio Takeru, avant sa faillite. Comme quoi le destin est une grosse pute. Inafune devient alors le papa adoptif de la franchise et travaillera, que ce soit sur la création ou dans la production, sur tous les futurs jeux Mega Man. La série originale se constituera de 10 jeux, et une pléthore de suites verront le jour, que ce soit la série des Mega Man X, Legends, Zero, ZX. Je pourrais continuer pendant longtemps, mais malheureusement, il ne s'agit là que d'un mini pop-up. Je m'arrêterai donc là. Bisous. Voilà. On va donc passer à la dernière partie de cette vidéo consacrée au 3e épisode de Pop-Pulp. J'ai pas grand chose à dire sur le fond comme sur la forme, si ce n'est que je remercie encore une fois la communauté tokusatsu.org pour leur accueil et leurs remarques. Grâce à eux, je vais donc en profiter pour corriger et ou clarifier certains passages de mes vidéos sur les Super Sentai. Maintenant. Les Henshin Heroes, qui se centrent sur des héros capables de changer de forme, des humains qui se transforment en super-héros costumés. Alors on peut citer Ultraman donc, mais aussi Senkukai, Spectreman et Kamen Rider. Ultraman et Spectreman, selon les sources, font en fait partie d'une catégorie nommée les Kyodai Heroes, des tokusatsu dans lesquels les héros peuvent devenir géants. Y a pas à dire, la classification c'est toujours compliqué. Ainsi, Jack Denjekitai nous présente à nouveau une organisation criminelle qui souhaite envahir le monde et une équipe formée pour leur faire obstacle, les Jack. Alors il s'avère que Jack Denjekitai ne se prononce pas Jack, comme ton grand-père qui te fait kiffer la fondue en hiver, mais Jaka Denjekitai. Super Daiman, Superman, est un tokusatsu japonais de type Henshin. Comme quoi, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai revu ma vidéo 3 ou 4 fois avant l'upload sur internet, sans parler du montage, et je n'avais jamais rien vu avant qu'on ne me le fasse remarquer. Évidemment, Super Daiman c'est Spider-Man et non pas Superman. Si les couleurs des héros peuvent varier, seuls le bleu et le rouge sont apparus dans toutes les séries. D'ailleurs, je le rappelle, le rouge est systématiquement la couleur du leader du groupe. Alors pas forcément, il y a des exceptions comme Big One dans Jaka Denjekitai ou Ninja White dans Ninja Sentai Kakuranger en 94, qui est également la première femme leader d'un Sentai. On a malgré tout davantage affaire à une princesse avec ses servants plutôt qu'à une véritable chef, certains épisodes soulignant même son inutilité lorsqu'elle est toute seule. On pourrait aussi aborder le cas de Time Pink de Mirai Sentai Time Ranger en 2000. Si Time Red reste le personnage central, peut-être le plus important de l'escadron, Time Pink mène le groupe et le fait bien. On retombe parfois dans le cliché de la femme forte qui doit apprendre à être plus féminine, mais son utilité au sein de l'équipe est plus claire, et même toute seule, elle arrive à se débrouiller. Donc non, le rouge n'est pas systématiquement leader dans les Super Sentai. En France, il faudra attendre 1985. La chaîne Canal+ diffuse alors la 8e série Super Sentai, Shodenshi Bioman, qui chez nous devient juste Bioman. On a le droit à une VF et même à un générique passé sous les feux du drapeau tricolore chanté par notre chouchou national, Bernard Minet. En fait, Bioman a eu le droit à 2 diffusions majeures, d'abord sur Canal+, et ensuite dans le Club Dorothée sur TF1. Le générique chanté par Bernard Minet est celui de la diffusion dans le Club Dorothée, mais un autre générique de début a été créé à l'occasion de la première diffusion sur Canal+. Cette fois chantée par Michel Barouille, elle est bien plus proche de la musique originale puisqu'il s'agit d'une reprise en français. Moins kitsch, j'avoue préférer cette version-là. Dans l'espace et dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs se transforme en robot géant. Oh Bioman, te voilà. Cela dit, après quelques recherches, il semble qu'il existe des DVD américains qui aient adapté les séries Super Sentai d'origine. Mais bon. Je ne l'ai mentionné que rapidement, mais l'éditeur américain Shout Factory permet à un large public de retrouver les Super Sentai dans une qualité décente. Ils ont déjà édité 11 des 42 séries déjà sorties à ce jour, et même s'il n'y a aucun sous-titre français, les anglophones tiennent là une bien belle édition. Je n'ai également pas évoqué le Power Morphicon, une très grosse convention officielle pour les fans de Power Rangers qui se déroule aux États-Unis. En 2012, l'acteur Kenji Oba, connu notamment pour avoir interprété le personnage principal dans Xor, a fait une apparition lors de l'événement à travers une interview filmée pour l'occasion. Il a également joué dans Battle Fever J, Denshi Sentai Denziman, Charivan, Metalder, Ninpu Sentai Hurricane-Edger, Kaizoku Sentai Gokaiger, et même dans des films comme Kill Bill ou Battle Royale 2 Requiem. Mais je m'égare. Retour en 1975. L'homme d'affaires israélo-américain Chaim Saban, alors âgé de 31 ans, est en visite au Japon. Alors, celui-là, c'est un gros morceau.
Jordan de l'émission Tokuscope m'a écrit sur le forum de tokusatsu.org concernant la partie sur Saban qu'il juge hasardeuse. Le plus gros souci à mon sens serait un problème de date. Dans la vidéo, je dis clairement que Saban est allé au Japon en 1975 et qu'il est revenu en France ensuite. Or, selon Jordan, c'est l'inverse. Il est arrivé en 1975 en France et a visité le Japon dans les années 80. Alors soit avant de quitter Israël pour s'installer en France, Saban a fait une escale au Japon pour y revenir plus tard dans les années 80, soit l'un de nous deux, moi ou Jordan, a tort. Étant donné qu'il est plus expert que moi en la matière, j'aurais tendance à dire que le tort est de mon côté. Mais là où ça m'embête, c'est que j'ai une source, et que j'aime beaucoup cette source. Et que ça m'embêterait beaucoup que cette source ait tort. Pour cette partie, je me suis en effet appuyé sur un super article du hors-série Rokirama Network. Dans cet article, sobrement intitulé Power Rangers Conquérir le monde, Laurent David Samama revient sur la genèse des Power Rangers en évoquant les Super Sentai, en passant par Super Daiman, et donc de la visite au Japon de Haim Saban, qui date en 1975. Mais après quelques recherches, nombre de sources indiquent qu'en 1975, Saban arrivait en France, et aucune date précise n'est donnée pour son voyage au Japon. Donc il semblerait que ma source soit en cause, ce qui ne m'excuse pas pour autant, c'était une erreur. Retenez donc que Saban s'est installé en France en 75 et a voyagé au Japon dans les années 80. Haim Saban est fasciné par cette série. Et alors que la franchise Super Sentai n'existe même pas encore, il a déjà l'idée d'occidentaliser le concept. Concernant les différentes exportations de la franchise Super Sentai à l'étranger, je ne suis pas rentré dans le détail et je ne le ferai pas non plus ici. C'est technique et ce n'était pas le sujet principal du pop-pulp. En 30 minutes, je ne pouvais pas à la fois parler le plus précisément possible d'une des plus grandes fresques télévisuelles japonaises et de son exportation non moins pharaonique en Occident. Je suis donc allé à l'essentiel. Pour terminer, et alors que je suis en plein milieu du montage, je viens de réaliser que Haim Saban se prononce en fait Haim Saban. Voilà, non parce que non content de mal prononcer le japonais, je prononce également mal l'arabe. Voilà. J'aurais mieux fait de me taire. Haim Saban se prononce bien Saban, et c'est un nom juif et non arabe. Et j'ai beau adorer mon générique de fin, s'il n'y avait pas de faute, ce serait encore mieux. Ce pop review est terminé. Il a été fait dans le sang et dans la douleur. Ça fait 8 mois que cette vidéo est en projet, et j'espère sincèrement qu'après cette mise à jour, je réussirai à sortir plus de vidéos. Je me suis donné à fond pour ce retour, et cela n'a nécessité que 5 jours de travail cumulé, écriture comprise. Comme quoi, quand je veux, je peux. Je vous retrouverai donc, je pense, pour un popcorn. Dès que j'aurai assez de choses à dire sur les actus et les éventuelles corrections de mes pop-pulp, je referai un pop review. C'est un format dans lequel je peux répondre à vos commentaires et mettre à jour les infos qui commencent à dater, ce qui permet de me rapprocher de l'aspect un peu magazine que je souhaitais à la base pour cette chaîne. Enfin, je ne vais pas épiloguer, cette vidéo est déjà très longue et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter ou à m'écrire en privé. L'avantage d'avoir peu d'abonnés, c'est que je peux répondre à tout le monde. Je pourrai également directement rebondir à ce que vous me direz dans un prochain pop review. À la prochaine. 男は一人道を行く男は一人行くものさ燃える願いに命をかけた山の彼方に何がある愛か誠か苦しみか戦いの道火の地獄何があるのか知らないが男は一人で行くものさ